Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Yasmina El Abassiré et voici les titres. L'Afrique envoie aujourd'hui plus d'argent à la Chine qu'elle n'en reçoit. Entre baisse des prêts et échanges commerciaux en hausse, la coopération sino-africaine se recentre sur l'économie réelle. En Libye, la crise des liquidités bloque l'économie. Retrait limité, billets rares et paiements électroniques défaillants compliquent le quotidien des citoyens. Abidjan se positionne comme un hub régional de créativité. Ses industries culturelles et artistiques créent emplois et attractivité pour la Côte d'Ivoire. Selon l'Université de Boston, l'Afrique envoie plus d'argent vers la Chine qu'elle n'en reçoit, reflétant la chute des prêts chinois et la hausse des échanges commerciaux. Cela marque la fin d'une ère de financement massif et le début d'une coopération centrée sur l'économie réelle et le développement local. Les relations économiques entre la Chine et l'Afrique évoluent. Un récent rapport montre que le continent africain envoie aujourd'hui plus d'argent vers la Chine qu'il n'en reçoit, une situation liée à la baisse marquée des financements chinois et à la montée des échanges commerciaux. Pendant plus d'une décennie, la Chine a été un partenaire financier majeur de l'Afrique. Selon la base de données de l'Université de Boston, les prêts chinois au continent ont dépassé 10 milliards de dollars par an entre 2012 et 2018, avec un pic à 28,8 milliards de dollars en 2016. À partir de 2019, la tendance s'inverse. Les prêts chutent de plus de 60% à 6,8 milliards de dollars, puis s'établissent en moyenne à un peu plus de 2 milliards de dollars par an depuis 2020. En 2024, ils atteignent 2,1 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 90% par rapport au pic de 2016. Dans le même temps, les flux financiers entre l'Afrique et la Chine se transforment. Les remboursements de dettes, les importations africaines et les revenus rapatriés vers la Chine dépassent désormais les nouveaux financements entrants. Cette évolution s'explique par un changement de stratégie des prêteurs chinois, devenus plus prudents, et par des contraintes de financement côté africain liées aux restructurations de dettes et au choc économique post-pandémie. Elle marque aussi une phase de consolidation. Plusieurs pays africains réduisent leur recours à l'endettement extérieur, renégocient leurs accords et privilégient des projets plus ciblés, notamment dans l'industrie, l'énergie et la transformation locale. Ces données traduisent une relation sino-africaine moins centrée sur les volumes de prêts et davantage sur les échanges économiques, dans un contexte où l'Afrique cherche à renforcer sa soutenabilité financière et sa capacité de négociation. Nous recevons le professeur Yoro Diallo, chercheur principal et directeur du Centre d'études francophones à l'Université Zhejiang en Chine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Selon les derniers rapports, l'Afrique envoie plus d'argent vers la Chine qu'elle n'en reçoit. Ces flux, liés en partie au remboursement de la dette, freinent-ils le continent dans son développement ? Lorsqu'une dette me permet de sortir la tête de l'eau, je n'hésite pas à la prendre. Bon, en fait, lorsqu'on parle de ce basculement-là, il ne s'agit pas seulement de la Chine, mais c'est surtout, ces flux-là sont plus importants du côté des pays occidentaux. Et de nombreux médias, surtout en Occident, se focalisent sur la dette de la Chine, comme si cette dette-là était un gouffre qui empêchait le développement économique, social et culturel du continent africain. La Chine, dans ses actions économiques, elle n'impose pas son point de vue, elle n'impose pas son système, elle n'impose pas ses caractéristiques. Et le choix est fait par les pays africains, choix politique, choix social. Mais avec ces flux inversés, les dirigeants africains font-ils toujours le bon choix en continuant à coopérer avec la Chine pour l'économie ? En 300 ans de colonisation et de domination, l'état de l'Afrique était tel que nous cherchions entre les autres. En 25 ans de la création du Forum sur la coopération sino-africaine, le visage de l'Afrique a changé, le visage des capitales africaines ont changé. Depuis l'arrivée de Xi Jinping, cette coopération-là a pris un autre sens. Et le résultat est là, ces 25 dernières années. Nous notons que la Chine a aidé l'Afrique à réaliser des centaines de milliers de kilomètres de routes, d'autoroutes et des ports, des aéroports. La Chine aujourd'hui est le premier pays qui offre le maximum de bourses, d'opportunités, de formation, d'études au continent africain. Et aujourd'hui, la contribution de la Chine
dans le plan de l'industrialisation, constituent des avancées, des propositions concrètes aux pays africains d'amorcer le développement. Sans la coopération sino-africaine, beaucoup de capitales africaines seraient encore des gros villages. Pour finir, pour vous, comment les relations économiques sino-africaines pourraient-elles devenir plus équilibrées et plus bénéfiques pour l'économie africaine? Je pense que ne pas se focaliser sur ces déséquilibres-là, mais faire de ces déséquilibres une action allant vers l'engagement du développement de l'Afrique. Tant que ce déséquilibre sert les pays africains aujourd'hui, parce que l'Afrique a besoin de capitaux, c'est en cela que nous devons accompagner aujourd'hui la coopération sino-africaine afin que, à la fois sur le plan culturel et sur le plan économique et social, cette coopération qui a fait ses preuves et qui a des résultats concrets, indéniables, continue pour permettre aux pays africains d'amorcer davantage le chemin de la modernisation. Et la Chine a accordé des droits de douane gratuits à une quarantaine de pays africains qui favorisent c'est cette action-là. Et le marché chinois est ouvert à beaucoup de produits africains. Voyons des produits agricoles maliens qui sont vendus en Chine, des produits du Kenya, de Tanzanie, le café du Cameroun. Voilà des actions concrètes qui constituent, comme on dit, des petites rivières qui vont constituer le grand fleuve. Et c'est ce grand fleuve-là que la coopération entre la Chine et l'Afrique convergent pour un développement commun. Monsieur Diallo, merci pour votre participation. Le plaisir est pour moi. En Libye, la crise des liquidités plonge le pays dans une paralysie financière. Les retraits d'argent sont limités, les billets manquent et les paiements électroniques censés pallier la pénurie connaissent eux aussi de nombreux dysfonctionnements. Dans cette banque commerciale de Tripoli, Ahmed Arkoub n'est pas venu pour retirer de l'argent liquide, car il n'y en a pas. Mais il est là pour porter plainte après un paiement électronique débité sans avoir été finalisé. Je constate que de nombreux commerces, lorsqu'on essaie de payer par carte, prétendant que le terminal est hors service, je ne sais pas s'il fonctionne réellement ou non, mais tout le monde se plaint de cette situation. Depuis le retrait de 47 milliards de dinars par la Banque centrale de Libye, le pays fait face à une grave pénurie de liquidités, poussant les citoyens vers les paiements électroniques. Dans certaines banques, seules les coupures d'1 dinar circulent, les billets de forte valeur manquent et les autorités alertent sur la hausse des faux billets. Avec les paiements électroniques, il n'y a pas de fausse monnaie. Tout est numérique, sécurisé par un code billet au nom exact, des données vérifiées et l'application appropriée. Sur le terrain, les dysfonctionnements des paiements électroniques perturbent l'activité commerciale. Les citoyens font face à des taux de change différents selon le mode de paiement. Les retraits en espèces se font souvent à des taux défavorables, tandis que les paiements par carte entraînent des frais supplémentaires. Cette situation, liée à la crise des liquidités et au manque d'accès au cash, notamment pour le carburant et les produits essentiels, aggrave les difficultés quotidiennes des citoyens et complique l'accès aux biens de première nécessité. Coincés entre pénurie de liquidités et système défaillant, de nombreux Libyens peinent encore à accéder à leur propre argent. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les industries culturelles et créatives deviennent un moteur essentiel de l'économie. Musique, cinéma, mode ou art visuel, elles créent des emplois, attirent des investissements et renforcent l'influence culturelle de la ville et du pays. De la musique au cinéma, de la mode aux arts virtuels, les industries culturelles et créatives sont aujourd'hui un moteur économique à Abidjan. Dans la mégapole ivoirienne, la culture dépasse le simple cadre artistique. Elle devient un levier d'emploi, d'influence et de souveraineté. Pour nous, la souveraineté, c'est justement cette capacité à se projeter soi-même, redéfinir l'imaginaire collectif sur l'Afrique avec nos propres mots, nos propres images. Portées par une jeunesse créative et des entrepreneurs engagés, les industries culturelles participent à la construction d'un soft power africain affirmé.
On a tous voulu visiter des villes américaines ou européennes parce qu'elles ont été fantasmées dans des séries ou dans des longs métrages. Je pense qu'il est temps pour nous, jeunes Africains, jeunes créateurs, de pouvoir utiliser le même chemin pour nous vendre nous-mêmes. Au cœur de cette dynamique, l'industrie musicale se distingue comme un levier économique à part entière. Aujourd'hui, la musique, c'est 50 millions d'emplois pour les jeunes de 15 à 29 ans. Et c'est dire à quel point également la musique arrive à tirer, ou sinon à attirer les jeunes partout dans le monde. Selon l'UNESCO, les industries créatives pourraient représenter 10% du PIB ivoirien d'ici à 2030. À Abidjan, elles deviennent un moteur économique incontournable pour la ville comme pour tout le pays. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et rendez-vous sur notre site africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.